Ouais, j'avais demandé si c'était allumé, mais visiblement c'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Avant de commencer la conférence, je vais faire une petite annonce d'accessibilité. Si vous suivez le QR code, vous trouverez un transcript de ma conférence. Si jamais vous avez besoin, pour être sûr de bien suivre ce que je dis, si vous avez des problèmes d'audition par exemple, ou des problèmes des fois de concentration, c'est pas un transcript exact parce que j'apprends pas mon texte par cœur, mais pour chaque slide, vous aurez à peu près vous aurez le contenu de ce que je vais dire dans le slide. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aller dessus. Pour les personnes qui ne peuvent pas voir les slides, s'il y en a dans la salle, je décris pas mes slides parce que mes slides n'ont pas de contenu, c'est juste du visuel pour rythmer la conférence. Quand il y a du contenu, je le dis de toute façon dans ce que je dis. Donc si vous pouvez pas voir les slides, vous perdez pas du tout de contenu. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème d'accessibilité à ce niveau-là. Donc en fait, moi j'ai une conférence qui s'appelle Du social à la tech, plaidoyer en faveur des profils atypiques, que peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont vu. Et je suis désolée si je souffle un peu dans le micro, j'ai du mal avec ces micros-là, désolée si c'est inconfortable. Donc cette conférence du social à la tech, c'est une conférence qui s'appuie sur mon expérience de reconversion pour faire un plaidoyer en faveur de l'inclusion des profils atypiques dans la tech. Donc je parle, oui, des femmes, mais je parle aussi des personnes handicapées, des personnes LGBTQIA+, je parle des personnes qui ont fait une reconversion, je parle des personnes racisées, et j'aborde au fil de cette conférence un peu des problématiques qu'on a dans la tech vis-à-vis de ça, et pourquoi c'est problématique, et aussi pourquoi, à mon avis, il faudrait travailler l'inclusion de ce côté-là. Le truc, c'est que dans la tech, on parle beaucoup de l'inclusion des femmes, ce qui est bien, hein, même si c'est pas le seul sujet. Et du coup, quand j'arrive en tant que femme devant un public majoritairement masculin, très souvent, ce qu'ils entendent quand je dis profil atypique, ils entendent femme. Donc du coup, dans les questions-réponses, très souvent, j'ai que des questions qui tournent autour de l'inclusion des femmes. Ce qui, moi, me chagrine toujours un petit peu, je m'y suis habituée. Mais par exemple, je suis aussi handicapée, je suis aussi LGBTQIA+, donc je suis concernée par d'autres sujets. Et je suis alliée d'autres personnes qui sont concernées par d'autres sujets. Donc ce n'était pas l'objectif à la base de cette conférence-là. Donc j'ai fini par m'y habituer, mais il y a quelques temps, après cette conférence-là, j'ai un homme qui est venu me voir. Alors c'était pas dans les questions-réponses, c'était en discussion après pendant la conférence, les moments que j'aime bien en général. Et il me dit est-ce que tu connais Ada Lovelace ? Donc moi j'étais trop contente, j'étais bah oui, je connais Ada Lovelace, elle est super intéressante, je l'aime beaucoup. Et donc il m'explique qui est Ada Lovelace, parce que c'est comme ça que ça se passe en général. Et c'est bien d'avoir un public féminin parce que la réaction est plus forte. Et du coup, après qu'il m'ait expliqué, on en discute un petit peu. Et au début, j'étais super contente, donc je l'écoutais, je souriais. Genre, je me disais, bon, il y a encore des trucs à travailler, mais au moins, il est enthousiasmé par cette histoire. Et il commence à me dire, ouais, du coup, ça m'a convaincue que les femmes ont vraiment une place dans la tech, donc c'est chouette, vous avez toujours été là et tout. Donc moi, j'étais là, ouais, très bien. Et donc, en fait, très vite, il y a eu un glissement où je me suis un peu crispée, parce que les femmes ont toujours été dans la tech et vous avez votre place, est arrivée la conclusion de, du coup, il n'y a pas de problème. Si Ada Lovelace existe, c'est que finalement, c'est bon, quoi. Et moi, j'étais là, j'ai un peu loupé une marche à ce moment-là, donc j'étais là, ok. Je suis rentrée chez moi, j'ai écrit un abstract pour cette conférence. Quelques jours après, je l'ai réécrit de façon un peu moins énervée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes avec moi pendant une 50aine de minutes pour discuter des rôles modèles féminins et de ce qu'on peut un petit peu en faire dans la tech. J'espère qu'on aura du temps pour les questions. C'est sur cette conférence, souvent, je suis pile poil ric-rac, donc il y a des chances que non, mais on pourra en discuter ensuite si ça vous dit. Donc moi, c'est Magali, j'utilise le pronom elle. Comme je l'ai dit, je suis handicapée, neuroatypique, LGBTQIA+. Je suis féministe. Je suis une ancienne travailleuse sociale. Moi, ça fait que 4 ans que je suis dans la tech, que je suis dev. J'ai fait une reconversion. Avant ça, j'ai fait du travail social pendant très longtemps.
Du coup, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, toutes ces sciences qu'on considère comme pas intéressantes dans la tech. Et du coup, il y a eu un moment où la tech m'a un petit peu radicalisée, dans le sens où j'étais venue ici en me disant « Non mais c'est bon, le social, ça m'a épuisée émotionnellement, je ne peux plus porter cette charge-là. J'ai besoin d'un travail où je fais juste quelque chose qui m'intéresse et où je ne me pose pas de questions éthiques. » J'ai vu l'industrie et je suis pire qu'avant. Donc voilà, je dis toujours que la tech m'a radicalisée. Je suis aussi amoureuse de mes chiens. Ce qui n'a pas d'intérêt dans cette conférence, mais si vous avez des photos de chiens à partager avec moi, je suis toujours preneuse. D'ailleurs, moi je vous partage la mienne. La petite qui est en premier plan, c'est Truffa, je suis son humaine. Et la grande qui est en arrière-plan, c'est Plume, c'est la chienne de mon colocataire. Je vous laisse juste les regarder, les trouver très mignonnes et m'ajouter quelques points de sympathie pendant que je prends une inspiration, et après on reprend la suite. Alors, je vous ai parlé d'Ada Lovelace, autant en parler tout de suite, comme ça c'est fait. Ada Lovelace, elle est morte à 36 ans, qui est mon âge de cette année, donc j'espère que c'est pas prémonitoire. Elle a vécu entre 1815 et 1852. C'était la fille de Lord Byron, qui est un grand poète anglais. Sauf qu'en fait, elle l'a jamais connu parce que après qu'il ait essayé de violer sa mère plusieurs fois, il s'est fait jarter du domicile. Donc c'était lui aussi une idole à brûler, visiblement. C'est sa mère, Annabella, qui lui apprend les maths toute petite, ce qui est assez original. Sa mère était très intéressée par les maths, mais était loin d'avoir le niveau que sa fille aura ensuite, puisque Ada Lovelace, c'est la personne qui a écrit le premier programme informatique. Personne, hein, pas la première femme, la première personne, c'est-à-dire que personne avant elle, pas un homme, personne n'en avait écrit. Et elle l'a fait avant que l'informatique n'existe. Ce qui, moi, déjà, me montre le différent de niveau intellectuel entre Ada Lovelace et moi. J'ai du mal à en écrire alors que l'informatique existe depuis très longtemps. Et elle en a écrit un avant que l'informatique existe. Le truc d'Ada Lovelace, c'est que c'est complètement hallucinant quand on raconte son histoire. Sauf que ce qu'on oublie, c'est qu'Ada Lovelace, si c'était un homme, on aurait plusieurs tomes de recherche d'Ada Lovelace en mathématiques et en informatique, etc. Parce qu'en fait, Ada Lovelace, bien qu'elle ait eu une famille relativement, disons, bienveillante sur son hobby un peu bizarre d'aimer les maths, c'est resté un hobby toute sa vie, en fait. Elle n'a jamais réussi à se faire financer quoi que ce soit. D'ailleurs, elle s'est ruinée en essayant d'appliquer ces histoires sur des paris sportifs. Et elle a toujours dû demander la permission à quelqu'un, d'abord sa mère, puis son mari, pour faire ce qui était une vocation et aurait été pour un homme une carrière accomplie. Donc, le plus intéressant aussi, c'est qu'on en parle beaucoup ces dernières années, mais en fait, Ada Lovelace, pendant plus d'un siècle, personne ne savait qu'elle avait existé. C'est les historiennes féministes qui l'ont fait ressortir, et maintenant tout le monde en parle, tout le monde la mêle à toutes les sauces, mais pendant très longtemps, elle était complètement tombée dans l'oubli. Si vous vous souvenez de la première anecdote que je vous raconte, vous avez déjà la première critique que j'ai sur les rôles modèles féminins dans la tech. Alors quand je parle de rôle modèle féminin, c'est toujours pour l'inclusion des femmes dans la tech, mais je ne vais pas à chaque fois répéter ça. Donc le problème que j'ai sur les rôles féminins, les rôles modèles féminins dans la tech, c'est qu'on fait une sorte de woman washing, c'est-à-dire que on utilise les rôles modèles historiques pour cacher les enjeux modernes. On dit, mais si, regardez, il y a toutes ces femmes, historiquement, qui ont créé la tech. Donc, les femmes et la tech, c'est une longue histoire, quoi. On donne l'impression de s'intéresser à ces enjeux. Et en fait, on ne va jamais au fond du problème. Les entreprises, les gens, ils vont faire des vidéos où ils vont raconter l'histoire d'Ada Lovelace, que je viens de vous faire. Sauf que, ensuite, l'entreprise, elle va absolument rien faire chez elle pour l'inclusion des femmes dans la tech. Il y a des entreprises qui vont nous dire « Nous sommes les héritiers et les héritières d'Ada Lovelace » et ils n'auront aucune femme dans leur équipe de dev. On est vraiment sur juste de se donner l'image de s'intéresser à ces enjeux sans jamais vouloir faire l'effort de faire quoi que ce soit pour que ces enjeux changent. Donc ça, c'est vraiment ma première critique sur les rôles modèles. Ensuite, moi j'ai un gros problème,
c'est que je trouve qu'on a une mauvaise compréhension de l'histoire. Et là, pour le coup, je tape un petit peu sur ma paroisse aussi, hein, tout le monde se prend des coups dans cette conférence, de toute façon. C'est que j'entends beaucoup des gens dernièrement qui veulent mettre en valeur les rôles modèles féminins et qui nous disent « les femmes ont dominé la tech ». Dans les années 60-70, les femmes dominaient la tech. Au début de l'industrie, les femmes dominaient la tech. Les femmes, elles n'ont jamais dominé la tech. On était plus nombreuses, mais on ne dominait pas. On était un peu comme les couturières face aux grands couturiers. C'était les hommes qui avaient le pouvoir dans notre industrie. Nous, on était les petites mains, on était mal considérés, on était maltraités, on était mal payés. Je dis on, j'y étais pas, hein, je suis pas si vieille que ça, mais je m'identifie un petit peu. Et du coup, la plupart des femmes dont on parle aujourd'hui, à l'époque, elles n'étaient pas du tout vues comme des pionnières de la tech. Hein. Elles l'étaient, elles ont inventé plein de choses, mais elles n'étaient pas du tout mises en avant comme ça. C'était les hommes qui étaient leurs supérieurs en général, les chefs d'équipe. On disait « Waouh, l'équipe de John Smith a trop bien réussi », alors qu'en fait, c'était Jane Smith qui avait fait quelque chose de bien. Et ça se voyait beaucoup parce que, par exemple, on a beaucoup de noms d'équipes de femmes qui étaient, par exemple, les ENIAC Girls. Où il y avait aussi, mais alors à chaque fois j'oublie le nom, donc j'invente, le nom carrément, il y a eu des groupes de femmes dans la tech qui ont inventé plein de choses, et elles étaient nommées du nom de leur chef de service. Genre les John Smith Girls, quoi. Et là, je sais pas si vous avez vu, là pour le coup, ça m'a fait rigoler. En bas, il y a une exposition sur les femmes de la tech historique. Et donc j'ai regardé. C'est très sympa, il y a plein de choses très intéressantes. Hein. Et il y a les ENIAC Girls. Est-ce que vous avez lu le texte sur les ENIAC Girls? Devinez qui est nommé dans le texte sur les ENIAC Girls? Leurs deux chefs de service. Les deux hommes qui créaient l'ordinateur et pour qui elles travaillaient. Elles ne sont pas nommées dans le texte. Ça m'a fait rire parce que quand j'ai vu ENIAC Girls, je me dis « Oh, il faut que j'aille vérifier quand même, parce que avec ce que je dis dans ma conférence, c'est important. » Et ça manque pas. Donc vous voyez, encore aujourd'hui, on les connaît, hein. Moi j'ai lu des livres où elles sont nommées. Là, je ne peux pas vous les citer de tête parce que je suis presque incapable de citer mon prénom à ce moment précis. Mais je veux dire, on les connaît. Elles ne sont pas inconnues, les ENIAC Girls. Ce n'est pas un mystère. Donc, c'est quand même problématique et c'est quand même très révélateur de comment la tech a fonctionné pendant très longtemps. On ne la dominait pas du tout, on n'avait pas de pouvoir. On était vraiment les petites mains exploitées. Et d'ailleurs, très peu ont fait carrière sur le long terme. Hein. Très vite, elles sont retournées à leur fourneau. Le truc, c'est que on était très nombreuses dans la tech quand il n'y avait pas beaucoup d'argent dans la tech. Quand il n'y avait pas beaucoup de reconnaissance sociale. On était les petites mains de la tech parce qu'à l'époque, l'argent se trouvait dans la construction de la machine et on considérait que le logiciel, c'était juste du travail de secrétaire, en fait. Donc du coup, les mecs qui faisaient le hardware, qui s'appelait hard, parce que c'était des hommes, c'est dur. Non mais, c'est vraiment pour ça. Hein. Donc c'est vraiment ridicule. Et les femmes qui étaient dans le software, tout doux, on était des femmes, elles gagnaient rien, quoi. Et quand tout d'un coup, on s'est rendu compte que dans le logiciel, ça a basculé, en fait, c'est le logiciel qui a commencé à avoir un potentiel un peu infini et un potentiel, du coup, de gain d'argent et tout ça, on a viré les femmes de la tech. Elles ont été chassées. Mais quand je dis elles ont été chassées, c'est pas une image. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute une vague d'hommes qui ont débarqué en disant « Nous, on est ingénieurs, vous êtes secrétaires, dégagez. Hein. » Alors, plus ou moins subtilement, hein, il y en a qui l'ont dit ouvertement, il y en a d'autres qui sont juste arrivés et ils ont fait en sorte que les femmes ne se sentent plus à leur place, mais c'est ce qui s'est passé. Les hommes ont été attirés par le prestige social et l'argent et ont récupéré l'industrie. Et eux, pour le coup, ils se sont retrouvés avec le pouvoir. Parce que nous, on n'avait pas le pouvoir quand on était majoritaire. Eux, ils l'ont récupéré, le pouvoir. Le truc, c'est que, je parle au passé, mais en fait, on est toujours chassés de la tech. On parle souvent de l'inclusion des jeunes filles dans la tech, de faire venir les jeunes filles dans la tech. On dit qu'on ne s'intéresse pas assez aux sciences quand on est à l'école et tout ça. Et c'est super vrai, hein, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Et c'est super important. Seulement, moi, la statistique qui me fait flipper et dont on entend parler dernièrement, ce qui est chouette, parce que pendant longtemps, on n'en parlait pas trop, c'est que 50% des femmes partent avant leurs 35 ans de la tech. Donc on continue à être chassés. Hein. On ne part pas comme ça des autres industries. Hein. Donc si on part, c'est bien qu'il y a une raison.
Et moi, j'aurais tendance à dire que le harcèlement, le plafond de verre, les inégalités, toutes ces choses-là, le sexisme qu'on vit quotidiennement, forcément, ne doivent pas aider. Donc, mon idée, c'est qu'il faut arrêter d'avoir une représentation idéalisée de notre histoire, aller parler de nos rôles modèles historiques en disant « ouais, elles dominaient la tech et tout, machin ». C'est faux. C'était pas des girl boss, nos rôles modèles, c'était des femmes qui étaient exploitées et qui ont malgré tout réussi à faire des trucs incroyables. Et du coup, si on veut vraiment reconnaître leurs valeurs, il faut reconnaître la réalité de ce qu'elles ont vécu. Parce qu'en fait, leur valeur est beaucoup plus grande quand on sait ce qu'elles ont vécu et qu'elles ont quand même réussi à créer une industrie au bout de leurs bras que si elles avaient été dans des conditions normales ou très bien même. Donc c'est important de ne pas nier la force de nos rôles modèles en leur inventant un passé tout rose, quoi. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, donc on en a pas mal parlé d'Hedy Lamarr, donc je ne vais pas faire 3 tonnes dessus. Hedy Lamarr, c'était une actrice, chanteuse, productrice, et pendant très longtemps, jusque les années 2000, jusqu'à sa mort en fait, la plupart des gens ne savaient pas du tout que c'était aussi une inventrice. Et que c'est grâce à elle qu'on a le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, qui sont quand même des technologies sur lesquelles on s'appuie beaucoup aujourd'hui. Hedy Lamarr, elle a inventé en fait une technique, alors que vous ne me demanderez pas d'expliquer, parce qu'encore une fois, le gap technologique intellectuel entre Hedy Lamarr et moi est trop fort. Mais elle a inventé, à la base, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand elle avait 27 ans, une technique qui permettait de rendre c'est pas les missiles, les torpilles indétectables. Parce qu'elle voulait que les nazis soient détruits, donc du coup elle a créé ça. Sauf que les militaires américains n'ont pas trop compris sa technologie et ne l'ont pas utilisée, en fait, en mode bof, c'est pas très, on comprend pas comment ça marche, on va pas l'utiliser. Donc ça n'a pas été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été utilisé qu'à partir de la guerre froide. Et ensuite, ça a été récupéré par l'industrie de la technologie pour créer donc GPS, etc. Dans les années 70, elle s'est rendue compte que sa technologie était en train de rendre riches plein de gens, et riches à millions, voire à milliards. Donc elle s'est dit, ouais, mais ma part du gâteau, parce qu'en fait, elle avait mis un brevet libre de droit, parce que c'était l'effort de guerre. Elle avait un côté, pour buter les nazis, je ne vais pas demander à être payée, quoi. Par contre, pour enrichir à millions toute une industrie, je vais peut-être demander à récupérer un peu d'argent. Donc elle a engendré, elle a mis en place des démarches pour récupérer des droits sur ce qu'elle avait engendré comme richesse. Ça n'a jamais abouti. Il faut savoir que c'est estimé à 30 milliards les droits qu'elle aurait dû percevoir si elle avait eu un brevet qui lui aurait sécurisé ses droits. Il faut savoir qu'en plus de ça, la pauvre, elle a eu des récompenses uniquement posthumes, quasiment, parce qu'elle est morte en 2000 et c'est à partir de là qu'on a commencé à dire « Ah, mais au fait, elle a créé plein de choses, Hedy Lamarr, c'était pas juste une actrice. » Donc du coup, elle a eu ni l'argent ni la gloire. Enfin, elle a eu la gloire en tant qu'actrice, mais bon, pas pour son intellect, quoi. Moi, j'étais adolescente au début des années 2000. Je vous assure, il y a un rapport, hein, vous inquiétez pas, je me suis pas trompée tout d'un coup de conférence. Quand j'étais adolescente, je vous ai dit que j'ai commencé dans le social, ma carrière, mais en fait, quand j'étais adolescente, je voulais déjà faire du code. Parce que moi, j'étais très active sur Internet, à une époque où c'était plutôt rare pour les adolescents et les adolescentes. C'est pas comme aujourd'hui, quoi. Et à l'époque, la plupart des gens qui étaient sur Internet construisaient Internet, en fait. C'était très rare d'être plusieurs heures par jour sur Internet sans à un moment glisser, sans le faire exprès, sur le fait de construire un site. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, très bien, faire des sites, ça a l'air trop fun. Moi, je m'amuse bien, j'aimerais bien faire ça dans ma vie. Donc, j'ai parlé aux adultes autour de moi qui m'ont dit non. Ils m'ont dit non, c'est pas une bonne idée. Et leur argument principal, c'était que, en tant que femme, je ne trouverais pas ma place dans une industrie où il n'y a que des hommes. Le problème, c'est que moi, on est au début des années 2000, et je n'avais absolument aucun rôle modèle historique.
comme je vous le dis, hein, par exemple, Hedy Lamarr, elle venait juste de sortir dans l'industrie, elle n'était pas du tout mainstream. Ada Lovelace, on en parlait très peu encore à l'époque. Donc pour moi, toutes les représentations que j'avais étaient masculines. Donc quand on m'a dit ça, j'ai pas trop tiqué, parce que bon, les seules représentations que j'avais, c'est des représentations fictives. Alors c'est top, hein. J'en avais particulièrement 2, parce qu'elle ne courait pas les rues encore au début des années 2000. Après, il y a eu toute une vague de femmes dans toutes les séries policières. Il y avait la femme souvent gothique avec des mèches bleues qui faisait le truc scientifique. On ne savait pas trop exactement quoi, mais elle pianotait à son ordinateur et tout d'un coup, elle avait tout résolu. Mais au début des années 2000, il n'y avait pas grand-chose. Et moi, j'avais particulièrement 2 références qui vraiment me permettaient de m'identifier un peu à cette idée-là. J'avais une première, alors je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui me permet de me sentir moins seule, lever la main. Elle s'appelait Mia dans la version française, Pi dans la version anglaise. C'était une série australienne qui s'appelait Crash Zone. Et c'était une série où des adolescents, 5 adolescentes, 2 filles, 3 garçons, donc des bonnes statistiques, étaient recrutés par une boîte de jeux vidéo pour moderniser les jeux vidéo, la ligne éditoriale de la boîte. En fait, la boîte était considérée comme étant sur le déclin, et donc ils s'étaient dit on va embaucher des jeunes pour moderniser, quoi. Donc moi, c'était un peu mon rêve. J'étais là en mode waouh, leur boulot étudiant, c'est d'aller jouer à des jeux vidéo. Non mais trop bien. Ce qui était marrant, c'est que bien sûr, comme dans la fiction, c'est toujours comme ça, ils jouaient pas juste aux jeux vidéo, ils étaient à moitié hackers, ils faisaient plein de trucs, bref. Donc ce personnage était hyper. Pour moi, je m'identifiais beaucoup. D'ailleurs, Mia a été mon pseudo pendant très longtemps sur Internet. Et l'autre, bon, celle-là, je pense que plus de personnes la connaissent, c'est Willow dans Buffy, qui, à un moment, se met à devenir sorcière et on oublie un peu, mais au début, c'était une hackeuse, Willow, très très forte en informatique. Et donc, du coup, moi, je l'aimais bien parce qu'en plus, elle n'avait pas le côté trop cool, je suis trop forte en informatique et je suis gothique, etc. Elle avait le côté beaucoup plus représentatif pour moi, c'est-à-dire qu'elle était plutôt discrète, très bonne élève, et tout ça, juste, elle était forte en informatique, quoi. Le problème, c'est que les modèles fictionnels, ils sont pas très... ils ont leurs limites, quoi. C'est-à-dire que les 2, elles étaient extraordinaires. Les 2 avaient appris toutes seules. Elles avaient genre, je sais pas, 15-16 ans. Elles étaient capables de hacker à peu près n'importe quel site gouvernemental. Donc... moi qui faisais mes petits sites en HTML dans mon coin, quand on m'a dit non, mais en tant que fille, l'informatique c'est quand même pas trop ton domaine, j'avais un côté de fait je suis pas comme ces filles-là, donc ouais. Donc du coup, ces rôles modèles ils m'ont pas tellement aidée parce que déjà ils étaient fictionnels, donc j'étais assez grande à l'époque, j'étais assez grande pour savoir la différence entre fiction et réalité, donc je me disais bon du coup si ça se trouve ça n'existe pas. Et en plus, quand on m'a un peu remise recadrée, je me suis dit ouais mais en fait c'est vrai que moi je suis pas comme ça, quoi. Donc du coup je me suis dit que les adultes avaient raison et je suis partie dans le social, où tout le monde trouvait que j'aurais beaucoup plus d'avenir d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais si je sais, mais je vais pas vous faire une deuxième conférence, donc on va passer à la suite. C'est donc mon deuxième problème avec les rôles modèles, qu'ils soient historiques, fictionnels, c'est on nous met toujours que des rôles modèles exceptionnels. Et c'est bien de parler des exceptionnels, des rôles modèles exceptionnels, parce qu'il faut apprendre l'histoire de notre industrie, il faut apprendre les grandes inventrices, etc., etc. Mais en fait, on nous montre que les génies, que les exceptions. Moi, quand on me parle de Marie Curie, je me dis pas très bien, je vais avoir 2 prix Nobel, juste m'intéresser un peu à la science. Quand j'ai lu Frankenstein de Marie Shelley, je me suis pas dit mais oui, à 18 ans sur un coin de table, un soir de pluie, je vais inventer un genre littéraire. Enfin, vous voyez, j'ai un ego qui est pourtant plutôt bien, qui est sain, je vous assure. Mais en fait, ça m'angoisse quand je vois ce genre de profil parce que je me dis mais je suis pas du tout à ce niveau-là en fait. Et j'ai le droit de pas être à ce niveau-là, hein. Mais le truc c'est que en fait, moi tu me dis mais si regarde, il y a Ada Lovelace, je me dis oui, mais enfin. Je vois pas le rapport. Tu me dirais, il y a un extraterrestre, tu me dirais la même chose, quoi. Et ça, c'est un truc qui me trottait en tête depuis très longtemps, même avant cette conférence. Mais j'arrivais pas trop à l'expliquer.
Et quand je travaillais sur cette conférence, à un moment, un peu par hasard, enfin pas tout à fait, parce que c'est juste que c'est les thèmes qui m'intéressent, mais je lis Isabelle Collet. Donc Isabelle Collet, c'est une sociologue, une ancienne informaticienne devenue sociologue, elle a fait un peu l'inverse de moi, et elle a écrit un livre qui s'appelle Les oubliés du numérique, qui est vraiment très très bien, et je le disais, et tout d'un coup, je me retrouve devant un chapitre complètement consacré au rôle modèle. Donc j'étais genre trop contente parce que j'avais ma conférence en tête là qui était en train de s'écrire. Et donc je lis son chapitre, au début je souligne tout, et puis je me dis non mais là j'ai toute ma conférence, c'est un peu bizarre. Donc j'ai fait un peu de tri après. Mais il y a vraiment un truc qui m'a beaucoup parlé dans son chapitre sur les rôles modèles. C'est, elle explique justement ce sentiment que j'ai de malaise quand on me parle de rôles modèles extraordinaires. Et donc du coup je partage avec vous l'extrait aujourd'hui. Donc elle dit dedans: enfin, des études ont montré que l'impact positif des rôles modèles peut être contrecarré par l'image de personnes au succès trop ostensible, qui font que la science semble encore plus inaccessible à celles qui doutent de leurs capacités. C'est-à-dire que, en fait, un des trucs qu'elle dit aussi dans le bouquin, mais malheureusement je ne peux pas vous faire une conférence sur le bouquin, enfin peut-être un autre jour, c'est que en fait, c'est normal qu'on doute de nos capacités, c'est même pas une question d'ego ou quoi, c'est juste que toute la société nous dit qu'on n'est pas capable. Donc forcément, on doute de nos capacités, par défaut. Et ensuite, en plus de ça, la couche qu'on en rajoute en plus, c'est on nous montre que des rôles modèles complètement incroyables. Donc certaines d'entre nous vont quand même réussir à s'identifier, et c'est génial, hein. Mais beaucoup d'entre nous vont avoir cet effet de se dire « Non, mais déjà que je doutais de mes capacités, et en plus je vois que des meufs complètement incroyables, jamais j'arriverai à ce niveau-là. » Donc ça a un effet complètement contre-productif. Ça nous met juste en avant les exceptions, et du coup ça nous donne l'impression que la seule place des femmes dans la tech, c'est si on est exceptionnel. Donc on n'a pas le droit d'être normal quand on est une femme dans la tech, il faut qu'on soit tout de suite des expertes. Il faut qu'on puisse avoir un CV où on montre 20 ans d'expérience ou quoi. Autrement, on n'a pas le droit d'exister. On n'a pas le droit à la parole. Ce qui fait que, par exemple, sur les réseaux sociaux, dès qu'une femme parle d'un sujet technique, si elle n'a pas un CV long comme le bras, et même si elle a un CV long comme le bras, mais en tout cas, si elle n'en a pas un, tout de suite, elle se fait tacler. Il y a des vagues de harcèlement super violents. Moi, j'ai vu des choses vraiment hyper violentes quand une femme disait quelque chose et les hommes la remettent à sa place en mode « non, mais t'as rien à dire ». À côté de ça, les hommes, dès leur formation, ils ont le droit de créer du contenu tech. Je peux vous citer une demi-douzaine de gros comptes Twitter, par exemple, de mecs qui sont en formation, ce qui est très bien. Moi, je trouve ça génial de pouvoir partager dès la formation. Je suis persuadée qu'on a tous des choses à dire, tous et toutes des choses à dire. Mais en tant que femme, on n'a pas cette liberté-là. Parce qu'en tant que femme, dans la tech, on doit être exceptionnel. Et du coup, il y a un double effet, c'est l'effet de la tokenisation. C'est-à-dire que les femmes qui arrivent à être exceptionnelles, ce qui est génial, hein, on ne va pas reprocher aux femmes d'être exceptionnelles, mais celles qui y arrivent, eh ben, elles sont utilisées en bouclier contre les autres femmes. On les utilise en disant « Ah bah non, 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 les seules femmes qui sont valables, c'est ces femmes-là ». Et donc du coup, elles se retrouvent, malgré elles, à entretenir cet effet-là. Donc elles vont avoir travaillé comme des dingues pour atteindre le niveau qu'on attend d'une femme dans la tech. Et en plus de ça, au lieu de paver le chemin aux femmes qui arrivent, elles vont le bloquer encore plus. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui est super dangereux et qui est vraiment entretenu par cette question des rôles modèles. Donc pour moi, il faut vraiment tout reprendre à zéro. Pardon, ça m'a fait rigoler, je ne sais pas pourquoi, l'allumette qui brûle. Je me suis trouvée un peu agressive d'un coup. Pour moi, les rôles modèles, ils sont contre-productifs et ils sont utilisés contre nous. Et même des fois de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'on va se dire « Oh, on va faire une super exposition sur les rôles modèles et on va écrire ENIAC Girls et pas nommer les ENIAC Girls ». Donc vous voyez, c'est quand même problématique. Et du coup, moi, suite à toutes ces réflexions-là, je me suis dit, bah, en fait, faut tout brûler, il faut tout repartir à zéro. Alors du coup, j'ai appelé la conf « Burn Your Idols », parce que Burn Your Idols, brûler vos idoles, c'est quelque chose c'est un principe que j'ai beaucoup croisé dans les milieux militants, que ce soit féministe, queer, etc. C'est l'idée que il ne faut pas mettre quelqu'un au statut d'idole. On peut apprécier le travail de quelqu'un, son impact sur une industrie, l'art, on peut trouver que son art est incroyable, par exemple, mais
pour autant, il ne faut pas non plus mettre cette personne sur un piédestal et en faire un symbole. Moi, par exemple, il y a quelques années, malgré le fait que ça faisait des années que je pensais m'être un peu affranchie de toutes ces idées-là, j'ai eu un gros coup de réalisation que vraiment cette histoire d'avoir des idoles était problématique. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais fan de Buffy. Enfin, je vous ai parlé de Willow, donc vous imaginez que j'étais fan de Buffy. Et moi, en fait, Buffy, c'est l'époque de ma préadolescence. Et ça a vraiment déclenché un truc en moi, Buffy, sur comment on écrit une fiction qui soit représentative de l'existence de certains groupes minorisés. C'était, même s'il y a des gros défauts, hein, mais c'est 97, donc voilà. Ça m'a vraiment complètement fait voir qu'on pouvait avoir du féminisme dans le mainstream. Et donc, ça a été quelque chose qui a été très important pour moi, Buffy, au-delà du côté fictionnel que j'aimais beaucoup. Et donc, du coup, je me suis très attachée au créateur de la série, qui s'appelle Joss Whedon, parce qu'en plus, il a créé d'autres séries que j'avais beaucoup aimées aussi. Et il y a un truc particulier, c'est que contrairement à plein d'autres artistes que j'aime bien, lui, en plus, il avait tout le discours. C'est un mec qui a été élevé par une féministe, qui était carrément une chercheuse féministe et tout ça. Et donc, du coup, il était capable de sortir tous les mots-clés, de faire tout le discours, enfin voilà. Pour celles qui connaissent un peu le prophème parfait. Et du coup, pendant très longtemps, c'était un peu mon rôle modèle, Joss Whedon, sur comment on peut écrire la fiction en étant féministe, etc., etc. Et puis, il y a 2 ans, il y a eu des gros dossiers qui sont sortis sur Joss Whedon, qui m'ont un peu fait remettre les choses en question, parce qu'en fait, ça a commencé avec des acteurs noirs qui avaient travaillé dans ses franchises et qui ont raconté comment ils étaient traités par lui. Puis il y a des femmes qui ont travaillé avec lui, qui ont aussi raconté. Il y a sa femme qui a aussi raconté des choses. Et d'un coup, mon rôle modèle, il n'était plus si modèle que ça. Et en fait, ça a été très bizarre parce que ça m'est déjà arrivé que des artistes que j'aime bien s'avèrent être des pourritures. Mais là, c'était très particulier parce qu'au lieu de me dire, bon, ok, encore un, quoi. Là, ça m'a amené sur un espèce de conflit de loyauté très bizarre. J'avais presque l'impression qu'il y avait un espèce de secret de famille qui était sorti et que toute ma construction était remise en question. J'ai vraiment eu une réaction très, très épidermique et très... Enfin, je me suis pas roulée par terre en pleurant, mais presque, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment travaillé pendant plusieurs semaines. Genre, je me demandais comment c'était possible. Et à un moment, je me suis dit, non, mais c'est ridicule. On va se calmer quand même. Il te connaît pas, tu le connais pas. Ça t'impacte pas non plus à ce point-là. Et c'est ce qui m'a permis de réaliser que vraiment, l'idée de Burn Your Idols, au-delà de vraiment brûler une idole quand elle s'avère être horrible comme ça, c'est aussi l'idée de vraiment ne pas avoir d'idole, en fait. De apprécier le travail de quelqu'un, encore une fois, etc., mais pas en faire un espèce de symbole ou d'espèce de relation parasociale un peu bizarre, ce qu'on a tous et toutes, je pense, tendance à faire et qui, des fois, du coup, donne des réactions un peu cheloues. Bon, là... Je ne vais pas vous apprendre des dossiers sur Ada Lovelace. Il y en a certainement, comme n'importe quelle personne dans le monde. Personne n'est parfait. Donc l'idée, c'est pas de brûler les idoles dans le sens non, mais regardez, elles aussi, elles sont problématiques. L'idée, c'est de... Attention, c'est de brûler le modèle qu'on a pour les rôles modèles. Mais bon, ça faisait un titre un peu compliqué, donc j'ai préféré Burn Your Idol. L'idée, c'est que l'histoire, c'est super important. Vraiment, moi je suis pour qu'on connaisse l'histoire. L'une des premières choses que j'ai fait quand j'ai fait ma reconversion, j'ai acheté plusieurs bouquins sur l'histoire de l'industrie, la plupart écrits par des femmes, parce que... Voilà. Mais j'ai vraiment cherché à comprendre comment notre industrie avait été créée, parce que pour moi c'est important de connaître l'histoire de son industrie. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. L'histoire c'est important, mais il n'y a pas que l'histoire qui compte. Il faut construire d'autres rôles modèles, plus actuels, qui nous permettront de mieux nous reconnaître. Parce que moi, Ada Lovelace, je l'adore, mais j'ai 0 point commun avec elle. Je veux dire, elle est morte plusieurs siècles avant que je naisse. Les femmes des années 60, c'est pareil. Je trouve incroyable ce qu'elles ont fait, mais il y a un gap générationnel énorme. Donc, c'est dur de me voir vraiment en elle, et c'est dur d'argumenter le fait que moi, j'ai ma place dans la tech aujourd'hui, parce qu'il y a 50 ans, les femmes y étaient. C'est un peu
compliqué, quoi, de trouver cette argumentation-là, vraiment. Alors, petite pause. Il y a une femme de la tech, cette fois-ci, je pense que vous ne la connaissez pas. S'il y a quelqu'un qui la connaît, très bien. J'ai pas de carambar à vous envoyer, mais super. C'est une femme qui s'appelle John Ball, qui est née en 1934, elle est toujours vivante. Et je l'aime bien, cette femme, parce que c'est la première personne à avoir créé un site de rencontre qui soit commercialement viable, qui ait fonctionné, en fait. Et ça, c'est dans les années 60. Le premier site de rencontre qui a fonctionné, c'est les années 60. Alors, bien sûr, elle a été accusée de proxénétisme par plein de gens. C'est cool. Je suis pas sûre que si ça avait été un homme, on aurait dit la même chose, mais là, tout le monde disait que c'était une mère maquerelle, quoi. Mais c'était vraiment un site de rencontre. Et elle en a vécu, ce qui est assez rare. Elle a vécu de son site de rencontre. Dans les années 70, elle l'a revendu. Elle a été diagnostiquée comme ayant un trouble 10. Et visiblement, elle a eu des problèmes perso après. Et visiblement, sa page Wikipédia est un peu triste parce qu'on nous raconte donc qu'elle a fait tout ça. Et puis à la fin, on nous dit que son plus grand regret, c'est d'avoir choisi sa carrière plutôt que de faire une famille. C'est triste. Et en même temps, j'ai jamais vu ça écrit pour un homme parce que c'est pas un choix qu'on leur demande de faire. Et puis c'est pas une question qu'on leur pose non plus. Donc voilà. Donc je trouve ça un peu particulier comme fin de page Wikipédia. Vous irez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui est intéressant, c'est que... Ah, j'ai toujours pas corrigé la faute d'orthographe, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est que John Ball, elle a donc vécu de son site à l'époque. Ce qui est assez rare, parce que les communautés web ont toujours été fondées par les femmes. Toute l'histoire des communautés web, avant l'époque d'aujourd'hui, c'était les femmes qui les fondaient. C'était les femmes qui les entretenaient. Il y avait plein de femmes qui avaient des serveurs dans leur salon, et elles entretenaient la communauté web. Et c'est très, très tôt. Hein. Moi, j'ai été super surprise dans les années 60. Hein. Des forums, des trucs qui, en gros, c'était Discord d'aujourd'hui. Quoi. Vraiment super intéressant. Et c'était les femmes donc, qui faisaient ça. C'était aussi les femmes qui les peuplaient. Ce qui n'est pas surprenant, parce que dans la vraie vie, c'est aussi les femmes qui ont tendance à s'intéresser au travail communautaire. Sauf que, à un moment, il y a eu de l'argent à se faire sur les communauté web. Et tout d'un coup, les femmes, elles n'étaient plus trop présentes. Ce qui fait que, en fait, c'est les hommes qui se sont fait des millions sur les communautés web en créant des énormes réseaux sociaux et tout ça. Alors que pendant des décennies, avant ça, c'était les femmes qui les géraient. Et ça, c'est toujours le même principe. C'est le principe que les femmes sont les amatrices, sont des bénévoles, et les hommes, eux, sont des professionnels. On retrouve ça donc dans la couture, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. On trouve ça dans la cuisine. Les femmes font la popote quotidienne et les hommes sont les chefs, voire carrément au sein du couple. Moi, j'ai connu plein de couples qui étaient comme ça, où la femme faisait la cuisine quotidienne et puis quand il y avait des invités, c'était l'homme qui faisait sa petite recette. Et comme ça, tout le monde l'applaudissait et c'était trop cool. Donc, c'est vraiment un truc assez intéressant. Il y a plein de tâches comme ça et d'industrie où tant que c'est mal vu, c'est la femme qui le fait. Et dès que ça devient intéressant, que ce soit socialement, que ce soit au niveau du fric, c'est les hommes. Donc, mes reproches sur les rôles modèles, si on fait le point rapidement, le premier, c'est le woman washing. On utilise les femmes rôles modèles pour faire une image éthique, mais on ne va pas plus loin. La tokenisation, c'est-à-dire que on utilise les femmes rôle modèles comme bouclier contre celles qui arrivent. Et donc, du coup, les femmes rôle modèles se retrouvent à entretenir le statu quo, ce qui n'était pas leur but à la base pour la plupart. Je trouve qu'ils sont contre-productifs. On nous montre que les extraordinaires, donc on ne peut pas se reconnaître dedans. Et du coup, ça nous bloque encore plus. Et ils sont idéalisés, c'est-à-dire qu'on réécrit complètement l'histoire. Et du coup, on fait comme si les femmes avaient été reconnues comme extraordinaires déjà à l'époque, alors que pas du tout. Globalement, les seuls starifiés de leur vivant dans la tech, c'est les hommes. Hein. C'est Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Et je pense qu'il y a des femmes qui ont fait des choses plus intéressantes qu'Elon Musk. J'espère qu'il n'y a pas de fans d'Elon Musk, parce que je sais qu'ils sont un peu violents. Mais
Le principe, c'est que ces hommes-là, on leur permet, de leur vivant, d'être des rôles modèles énormes, d'être des symboles, alors que les femmes, c'est toujours quand on est morte, après coup. Et du coup, tout ça, ça donne un rôle modèle toxique, parce qu'en fait, ça nous donne une image de ce qu'est la femme dans la tech, qui est complètement impossible à tenir. Et du coup, on ne peut pas dire aux femmes venez dans la tech, parce que pour venir dans la tech, il faut être exceptionnel, il faut être morte. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, l'idée, c'est d'arrêter cette image de mère sacrificielle exceptionnelle de la tech, et nous rendre visibles et faire en sorte qu'on ait une place dans la tech en tant que femme normale. Ou exceptionnelle, mais en tout cas, comme on veut, quoi. Donc, pour moi, le rôle modèle doit inspirer les femmes et à la fois normaliser la présence des femmes dans la tech. Pour moi, c'est vraiment ce travail-là, le rôle modèle. Il inspire les femmes et il montre à la tech, à l'industrie en général, que les femmes existent dans la tech. Parce que les femmes existent, ça on le sait. Donc, qui peut devenir rôle modèle ? Tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de question de niveau technique. Souvent, on me dit je ne peux pas être rôle modèle, je ne suis pas une experte, je ne suis pas assez bonne, je ne saurais pas répondre aux questions techniques, mais on s'en fout complètement. Moi, j'ai été rôle modèle avec une association qui s'appelle Social Builder, donc j'ai fait mentor pour des jeunes femmes qui étaient en reconversion, voire je suis intervenue pour leur dire venez vous reconvertir dans la tech. C'est pas parfait, mais on est là. Et ça, je l'ai fait alors que ça faisait que quelques mois que j'avais fini ma reconversion. Donc au niveau technique, elle m'aurait posé n'importe quelle question, j'aurais eu un côté. Alors là, je sais pas trop vous expliquer. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qu'elle recherchait. La question de la rôle modèle pour l'inclusion, c'est pas la question de la rôle modèle au niveau technique. Alors c'est encore mieux d'avoir aussi des rôles modèles qui sont bien avancés dans la technique parce que ça montre que c'est possible d'avoir une belle carrière et d'avancer en compétences. Moi, je trouve ça génial. À chaque fois que je rencontre des femmes qui sont bien avancées dans leur carrière et qui ont des super points d'expertise, j'ai des étoiles dans les yeux. Mais c'est pas obligatoire du tout. On peut, dès le début, être le modèle. J'ai même, moi, personnellement, en tant que femme qui travaille dans la tech depuis 4 ans, un de mes rôles modèles, c'est une femme qui est en formation en ce moment. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est vraiment les vases communicants. Ça n'a rien à voir avec le niveau technique. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de limite à qui peut être le modèle. Alors, pas de limite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main et me dire « Et les hommes ?» Alors, est-ce que les hommes peuvent être rôle modèle pour les femmes ? Dans l'absolu, oui. Moi, je vous ai dit, donc, mon Joss Whedon, je l'ai un peu mis au bûcher depuis, mais ça a été mon rôle modèle pendant longtemps. Mon premier rôle modèle, quand j'étais petite, c'était Jacques-Yves Cousteau, parce que je rêvais de faire ce que Jacques-Yves Cousteau faisait. C'est un peu particulier. Le truc, c'est que Jacques-Yves Cousteau, c'est pas une industrie, c'est une personne, c'était le seul à faire ce qu'il faisait. Donc j'imagine que c'était un peu plus simple de le prendre en rôle modèle. Mais après, dans la tech, moi, j'ai des rôles modèles masculins. Mais j'ai des rôles modèles masculins sur l'aspect technique ou sur certains aspects éthiques, mais pas sur l'inclusion des femmes. C'est pas un rôle modèle masculin qui m'aurait fait venir dans la tech. C'est pas parce que Bill Gates existe que je vais venir dans la tech. Clairement. Bon, après, c'est pas vraiment mon rôle modèle, mais ça, c'est une autre question. Pour moi, sur la question de l'inclusion des femmes dans la tech, il faut des rôles modèles féminins. Parce qu'on est tellement en sous-nombre que ça fait forcément peur et que du coup, on a besoin de savoir que ça existe. On a besoin de voir que c'est possible. On a besoin de se reconnaître dans nos rôles modèles pour l'inclusion. Le fait que des hommes existent dans la tech, on le sait, c'est pas ça qui nous fera venir. Maintenant, la question, c'est qui veut être rôle modèle? Et là, c'est une question plus compliquée parce qu'en vrai, c'est pas parce qu'on est une femme que automatiquement on a envie de se rajouter encore ce travail-là, parce qu'on doit déjà lutter contre le sexisme, on doit déjà travailler encore plus contre la discrimination. Souvent, on doit encore plus prouver nos trucs techniques. Si en plus on doit être rôle modèle, on a 15 emplois du temps de plus que tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas trop le choix, parce que par défaut, quand on est dans la tech, en tant que femme, si on est juste là, on est vu comme une représentation des femmes de la tech. En tant que femme, on est un espèce de blob indivisible qui représente toutes les femmes de la tech. On le voit bien, hein. Vous avez certainement déjà eu, enfin moi en tout cas je l'ai eu plein de fois, donc je trouve ça vraiment flippant, un homme qui arrive et qui dit « Ah ouais, mais bon, moi j'ai eu une collègue femme, elle était nulle, hein, donc plus jamais. Hein. » J'ai jamais vu quelqu'un dire ça sur les hommes. Vous imaginez dire
Oh, moi, j'ai eu un homme, une fois, j'ai travaillé avec lui, il était nul. Je ne travaille plus avec les hommes. C'est impossible. À une de mes conférences, j'ai un homme qui m'a argumenté pendant 20 minutes que les femmes, en fait, ne voulaient pas aller dans la tech parce que lui, il y a 20 ans, quand il était en formation, il y avait 3 femmes dans sa formation et elles ont toutes échoué. J'étais là, oui, alors déjà, il faut se poser la question de pourquoi elles ont échoué, en fait, ces femmes, dans cette formation, il y a 20 ans. Mais en plus, c'est pas pour autant qu'il n'y a aucune femme qui a sa place dans la tech ou qu'une femme veut venir dans la tech. Mais lui, ça faisait 20 ans qu'il se traînait cette image-là de ces 3 femmes qu'il avait vues. Donc, vraiment, en tant que femme, on est tout de suite une image de toutes les femmes. Donc, on n'a pas trop le choix. Après, on peut décider de s'investir comme on veut, mais par défaut, il faut savoir qu'on sera toujours un petit peu rôle modèle. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je saute la dernière femme que je voulais vous présenter. C'est dans le transcript, si ça vous intéresse. Du coup, pour moi, qu'est-ce que c'est un bon rôle modèle ? C'est un rôle modèle qui est multiple. Il faut des rôles modèles diversifiés, avec des parcours différents, avec des backgrounds différents, avec des croisements d'identités différents, pour que les femmes qui ont des parcours différents, des croisements d'identités différentes, puissent se reconnaître dans ces rôles modèles. Il faut savoir qu'on a tous et toutes besoin de rôles modèles divers. Moi, j'ai pas que des rôles modèles qui me ressemblent, bien loin de là. Donc l'idée, c'est le plus de rôles modèles possible, de plein de façons différentes, avec plein d'identités différentes. Et comment on fait ça ? En tout cas, j'ai pas forcément de... Je ne vais pas vous dire rejoignez telle ou telle association. Il y en a dans les ressources que je vous donne à la fin, mais ce n'est pas l'objectif. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est très important. Être rôle modèle, c'est un engagement éthique. Donc pour moi, il y a une espèce de charte, disons, à respecter. L'idée, c'est d'être toujours dans la transparence. Alors quand je dis ça ne veut pas dire raconter toute votre vie au jour le jour, hein, ce n'est pas la question. C'est qu'on n'est pas rôle modèle si on ment aux personnes qu'on essaie d'inspirer. Donc il faut être clair sur ce qu'est la réalité dans la tech. Alors oui, c'est pas facile. Hein. Moi, quand je leur dis « venez dans la tech », alors oui, il y a beaucoup de sexisme, mais venez quand même. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu en mode... Mais c'est important que les personnes qu'on inspire aussi puissent se préparer et puissent venir en toute bonne conscience, en fait. Parce que si on arrive et qu'on ne sait pas à quoi on s'attend, on repart encore plus vite. Hein. Donc, pour moi, la transparence, c'est super important. Et la transparence sur qui on est aussi, et nos limites à nous. Parce que le rôle modèle, c'est ça aussi, c'est qu'on passe par nous. Donc forcément, il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. L'empathie. Alors vous pouvez remplacer par bienveillance. Moi, c'est un mot avec lequel j'ai un peu de mal parce que je trouve qu'il est un peu dévoué de son sens par le marketing, le management et le développement personnel. Mais si vous préférez bienveillance, c'est la même idée. L'idée, c'est avoir de l'empathie pour les personnes qu'on veut inspirer, mais aussi avoir de l'empathie pour notre industrie. Moi, je tacle un peu beaucoup l'industrie dans cette conférence, mais si je suis là, c'est bien que j'aime la tech et que j'ai envie que notre industrie devienne meilleure. Autrement, je serais partie, hein, j'ai aucune obligation de rester là. Donc, l'idée, c'est toujours garder cette empathie pour aussi ne pas oublier que malgré tout, notre industrie, il y a des raisons si on veut la changer. C'est pas juste parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Mince. Être à l'écoute. Un rôle modèle, il doit écouter les personnes qu'il essaye d'inspirer. On n'est pas là pour nous, on est là pour les autres. Et paver le chemin. L'idée, quand on est rôle modèle, c'est on ne le fait pas pour nous, on le fait pour les autres, pour celles qui viennent après. Et il faut faire attention à ne pas devenir aigri, parce que parfois, quand on est rôle modèle, on se rajoute plein de choses sur le dos qu'on porte pour que les autres puissent suivre. Et des fois, on a un peu envie de dire « de mon temps, c'était pas si facile, machin ». Et il va falloir un peu se surveiller là-dessus, parce que paver le chemin, c'est pas toujours évident. Et on peut devenir un peu toxique, à force. Et d'ailleurs, il y a 2 choses que j'aimerais qu'on essaie de penser à éviter si on veut être rôle modèle. 2 choses qui sont vraiment importantes, 2 écueils dans lesquels on peut tomber très vite. Dans un premier temps, c'est la starification. Parce que quand on est rôle modèle, on parle de nous, on parle de notre parcours, on essaie d'amener les gens à nous suivre. Quelque part, on est un peu leader. On n'est pas des stars pour autant. L'idée, c'est de garder son ego le plus de côté possible. Et même si on se met en avant, c'est pour inspirer les autres. C'est toujours pour les autres, c'est pas pour soi. Donc attention à la starification, ça peut être très dangereux quand on est rôle modèle. On peut du coup faire complètement l'inverse de ce qu'on voudrait.
Et, oh, décidément, je vais revenir en arrière. Et attention à la complaisance. J'ai dit qu'il fallait de l'empathie pour l'industrie. L'empathie, c'est pas la complaisance. Quand on est rôle modèle, des fois, on finit par avoir accès à du réseau, à des gens. On peut avoir une position un peu dominante, entre guillemets. Et l'idée, c'est de ne pas se mettre à dire « Oh, bah, si je suis là, c'est qu'il n'y a plus de problème ». Et donc, de ne pas oublier les défauts de l'industrie. Il faut avoir de l'empathie pour l'industrie, mais il faut continuer à avoir ces défauts si on veut pouvoir les améliorer. Et pour éviter ces défauts, ces écueils, moi, ce que j'ai trouvé, c'est d'être avec d'autres femmes qui font la même chose et on discute ensemble. On fait des retours d'expérience et puis on se tape un peu sur les doigts quand on part un peu dans un sens ou dans un autre. On fait attention de jamais oublier l'objectif, qui est de faire en sorte que l'industrie devienne meilleure, soit plus diverse et soit plus inclusive. Il ne faut pas oublier que c'est un combat et il ne faut pas oublier que c'est un combat qui n'est pas unique. Les rôles modèles, c'est important, mais ce n'est pas la seule arme pour faire venir les femmes dans la tech. Par exemple, il y a des événements comme aujourd'hui. Il y a tout ce qui est non-mixité, qui peut être super intéressant. Les quotas, dont on peut discuter, quels que soient nos avis sur la question. L'éducation. Donc, il ne faut pas imaginer que c'est nous qui allons sauver le monde toutes seules. Hein. Il y a plein de choses à faire. L'un des problèmes avec les rôles modèles aussi, c'est que c'est montré comme la seule solution pour faire venir les femmes. Or, c'est faux, il y a plein d'autres choses à mettre en place. Si on fait que des rôles modèles, les femmes, elles viendront pas plus, en fait. En tout cas, elles resteront pas plus. Et finalement, j'aimerais faire une petite ouverture, parce que ma conférence, elle parle beaucoup, enfin, elle parle que des femmes, c'est le thème. Mais pour moi, bien sûr, c'est la même chose pour tous les autres groupes marginalisés. Il y a besoin de rôles modèles pour tous les groupes marginalisés. Et c'est les mêmes démarches, c'est les mêmes problématiques. C'est pas exactement la même histoire parce qu'il n'y a pas, il y a pas la même historique entre femmes et hommes dans la tech qu'entre personnes handicapées et personnes valides dans la tech, par exemple. Mais c'est vraiment une ouverture là-dessus. Les femmes, c'est que le premier pas, et il faut pas oublier qu'il y a les autres qui sont aussi là. Donc j'ai fini pile poil quand on me dit 0, trop bien. Alors, toujours très satisfaisant. Vous avez le QR code pour trouver les ressources. Vous aurez les sources de ce que je dis, plus des ressources pour aller plus loin si vous le souhaitez. Vous avez des conseils de lecture, vous avez quelques trucs. Je vais continuer à le construire parce que cette conférence, ça fait pas très longtemps que je l'ai faite. Donc dès que j'ai des choses qui me viennent en tête à rajouter, je les rajouterai. Donc n'hésitez pas à garder le lien. Vous pouvez m'ajouter sur Blue Sky si vous voulez. Vous pouvez m'ajouter sur Mastodon. Je suis aussi sur LinkedIn à mon nom. Par contre, je suis sur Twitter, mais je suis en train de le quitter, donc rajoutez-moi si vous voulez, mais ça n'aura aucun intérêt, j'y suis complètement inactive. Merci. Du coup, si vous avez des questions, ce sera plutôt dans les discussions par la suite. Ah, on peut ? Ah, mais très bien. Bah, écoute, oh, super, c'est la première fois, du coup. Très bien. Bah, du coup, s'il y a des questions... Merci. Merci. Du coup, s'il y a des questions. Alors, merci. Ça marche pas ? Si, il faut le coller, je crois. Donc, merci beaucoup. J'ai une question par rapport à des personnes de mon entourage, quand j'essaye de leur faire part de ces problèmes des femmes dans la tech, qui me disent « Oui, mais naturellement, les femmes sont plus attirées par les métiers... sociaux, etc., etc. Je suis convaincue que non, mais j'ai pas d'argument à donner. Est-ce que tu leur demandes de te trouver le gène du savoir technique et le gène du care, et quand ils t'auront trouvé ces gènes-là, ça devrait leur prendre quelques petites dizaines d'années, ils pourront te redire le même argument. Non, c'est un argument que j'ai souvent, et c'est vrai que c'est un argument qui est dur à débunker parce qu'en fait, c'est un argument qui est malhonnête. On dit bah oui, mais les femmes forcément elles préfèrent le care puisqu'elles vont dans le care, et les hommes ils préfèrent le technique parce qu'ils vont dans le technique. Sauf qu'en fait il y a plein d'études, d'ailleurs je crois que j'en ai mis dans mes ressources, mais en tout cas je sais que dans les livres que je cite il y a des ressources sur ces études-là qui montrent que c'est pas le cas du tout, qu'en fait tout ça c'est des biais genrés, qu'on pousse les femmes vers le care et qu'on pousse les hommes vers la technique, et qu'en fait c'est pas du tout naturel en fait. Donc en fait, il y a énormément d'études sociologiques qui prouvent le contraire, hein, en vrai. Il faut juste les avoir sous le coude.
Mais c'est vrai que dans la discussion en elle-même, en général, ça va pas très loin, parce que dire bah ouais, mais non, la sociologie dit que non. Si la personne n'est pas très honnête dans sa réflexion, elle va dire bah si, mais ça se prouve. Enfin voilà, bref. Et la sociologie, c'est pas une vraie science, c'est des trucs comme ça, et du coup, ça va pas plus loin. Okay. Bah, je vais lire ça, merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Et merci Magali pour l'école, qui était incroyable. Merci. Je suis tech, je le suis depuis 10 ans. Donc je me retrouve dans beaucoup de choses que tu dis, tristement. Mais j'aime bien. Merci beaucoup de me donner des idées pour être une meilleure rôle modèle, si possible. Au moins, je vais essayer. Et je vais me permettre de faire des erreurs. Et je veux dire à mes collègues qu'ils doivent le faire aussi. Ouais. Et, mais là, je voulais te demander si tu as des outils pour gérer la peur et toutes les cacas que certaines personnes toxiques, ou certaines personnes ignorantes, ou peu empathiques, génèrent lorsque une femme, ou des femmes, ou même des hommes, ou des minorités, peu importe, se retrouvent à prendre la parole et à être visibles. Et merci encore. Merci. Alors juste pour revenir très rapidement, le fait de dire qu'on a le droit de faire des erreurs, c'est super important parce que justement, dès qu'on est une minorité, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les personnes handicapées, c'est vrai pour les personnes racisées. Si on fait une erreur, tout de suite, c'est « Ah bah vous voyez que cette personne, elle n'a pas sa place ici ». Et ça, c'est super important d'apprendre aussi à se l'autoriser à soi. Alors ça ne réglera pas tout, parce que la société, elle ne se règle pas par l'individualité comme ça. Mais en tout cas, pour soi, c'est super important aussi de le faire, ça. Ensuite, en termes d'outils, moi, alors, quand j'étais dans le social, j'ai un truc qui m'a beaucoup servi dans la tech, c'est que j'ai été formée à avoir une posture professionnelle qui me permette de comprendre la différence entre quand on m'attaquait moi et quand on m'attaquait moi en tant que personne et moi en tant que professionnelle. Et c'est un peu un truc que je reproduis en tant que militante. Même si les attaques sont souvent personnelles, hein, je ne dis pas le contraire, mais je reconnais que ces attaques personnelles sont faites pour me blesser moi en tant que militante, parce que mon militantisme fait peur aux personnes qui sont en face, ou les dérange, ou quoi. Donc du coup, j'arrive à me dire, ok, c'est pas moi en tant que personne, c'est moi en tant que militante, ce qui me permet de prendre un pas de recul et d'être moins impactée. Je ne dis pas que je ne suis pas impactée, hein. Attention, je ne pense pas que ça existe, d'autant plus que plus on a de visibilité, plus ça peut être violent et des fois ça peut être vraiment horrible. Y a une autre chose, c'est apprendre à déconnecter. On est dans... Ouais, je sais, c'est très difficile. Et c'est très difficile parce qu'on est dans une industrie où on est tout le temps connecté et où les réseaux sociaux sont aussi des outils de travail. Sauf que en fait, moi j'ai une femme que j'ai rencontrée qui est reconvertie dans la tech et elle vient du BTP. Donc dans le bâtiment, être une femme... Voilà, on peut sympathiser très fortement avec elle. Et elle me dit, la tech, c'est pire que le BTP. Parce qu'elle me disait, le BTP, elle se prenait de la merde toute la journée, mais quand elle rentrait chez elle, elle était tranquille. Elle dit, la tech, elle se prend de la merde toute la journée, et le soir, ça continue sur les réseaux sociaux, qu'en plus, elle est obligée d'utiliser pour avoir de la visibilité, trouver du boulot, etc., etc. Donc, du coup, c'est un truc sans fin. Et ça, c'est vrai, moi, je sais que... au début où j'étais dans la tech, il y avait des moments où j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça qui existait. J'étais dans une espèce de bulle où je me prenais que du sexisme, de la violence et tout ça. Et du coup, j'ai appris à faire des choses, et c'est pas évident, hein. Mais par exemple, moi, il y a des week-ends, je ne touche ni à mon ordinateur, ni à mon téléphone. Et c'est vraiment en mode, je sens que j'en ai besoin. J'annonce pas de Twitter pour le week-end. Enfin, Twitter, je suis en train de le quitter, mais... Pas de réseaux sociaux pour le week-end. Je préviens mes potes parce que autrement ils s'inquiètent vu que je suis tout le temps là 90% du temps, donc ils se disent elle est morte. Mais je préviens et je ne touche vraiment à rien. Je vais pas voir rien. Et pendant un week-end, je fais rien. Je fais ça régulièrement et ça paraît hyper basique, mais ça me recentre et tout d'un coup je me rappelle qu'en fait, oui, ce sexisme il existe et il est impactant. Hein. C'est pas que virtuel. Faut pas penser que c'est que virtuel, mais que malgré tout j'ai chez moi une safe space où je ne suis pas obligée de m'imposer ces choses-là. Donc ça, je pense que c'est important. Et après, en parler.
avoir des gens, la sororité, hein, c'est ce que je dis. Alors, c'est pas obligé d'être la sororité, ça peut être la delphité, avec aussi des hommes, des personnes non binaires, c'est pas la question. Mais en tout cas, avoir des personnes de confiance avec qui on peut en parler. Se prendre un raid de harcèlement hyper violent, mais avoir des proches qui sont là et qui te disent là, tu déconnectes, tu regardes plus rien, viens, on se fait une visio, viens, on se boit un thé ensemble, viens. C'est super important. J'ai une copine qui a vécu un harcèlement très très violent cet été, mais vraiment très violent. Elle s'est retrouvée à l'hôpital et tout, parce que ça allait pas du tout. Et nous, autour, tout ce qu'on a fait, c'est s'occuper d'elle. Et ça a été salvateur pour elle. Hein. C'était super important de lui dire des fois, tu coupes tout et tout. Au début, elle le prenait mal. Elle était là, non, mais je suis une adulte, je fais ce que je veux. Et nous, on était là, non, non, là, tu coupes parce que ça va pas du tout. Tu es en train de partir dans une boucle horrible. Et ça l'a énormément aidée. Donc voilà, la communauté. Merci beaucoup. On ne va pas pouvoir prendre d'autres questions, mais je pense que ça pourra se prolonger. Voilà. Et on peut encore te remercier et t'applaudir, Magali.